Bonjour chers téléspectateurs de 2JFTV, bienvenue dans votre journal en ce samedi 9 novembre 2019. Dans les titres, lancement de la 3e édition de la Flamme linguistique le mercredi 6 novembre dernier à Abidjan. Environ 12 universités seront en compétition pendant les 6 prochains mois. Retour sur les cérémonies de lancement en début d'édition. Les JMT, Journée des métiers de la transformation, organisées par le CDT, se tiendront du 12 au 13 décembre prochain. Thème de cette année, la valorisation des produits agricoles des entreprises du secteur de la transformation par la problématique des emballages et du conditionnement des produits. Plus de détails en cours de journal. En fin d'édition, nous découvrirons une activité de restauration rapide. La vente de panini sera le dossier entrepreneuriat du jour. Le top départ pour la Flamme linguistique a été donné le mercredi 6 novembre dernier à l'École africaine des techniques de l'information et de la communication ESATIC à Abidjan. La compétition d'art oratoire en est à sa 3e édition. Environ une douzaine d'écoles supérieures seront représentées pendant les multiples étapes de ce concours. Retour sur la cérémonie de lancement dans ce reportage. Ce mercredi 6 novembre 2019 s'est tenue la cérémonie de lancement de la 3e édition de la Flamme linguistique dans les locaux de l'ESATIC, l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication à Abidjan. Français, anglais, islam, c'est dans ces 3 catégories que les participants à ce concours qui mettent en compétition près d'une douzaine d'établissements académiques se mesureront le 7 décembre prochain. Pour les initiateurs de ce concours, l'objectif reste le même que lors des éditions précédentes. Il s'agit de valoriser la culture littéraire et linguistique dans le milieu estudiantin. Alors la différence elle est d'abord numérique, parce qu'à la première édition, je me suis retrouvé avec une vingtaine d'étudiants. À la seconde édition, on avait à peu près 100 étudiants, pour être plus précis 105. Cette année, on a 206 candidats. Et en termes d'école également, on a environ une douzaine d'établissements. On a toutes les universités. En plus, on a des écoles que je ne connaissais pas, que je découvre cette année. Donc pour moi, le saut il est vraiment qualitatif. Chez les candidats, l'engouement se fait de plus en plus important à l'approche des épreuves. Une motivation qui s'explique par l'enjeu que représente ce concours en termes d'opportunités. Nous sommes très heureux en tant que représentants de l'ESATIC à ce concours d'envergure, ce concours qui permet aux étudiants de développer leur charisme, leur éloquence. C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui afin de représenter notre précieuse école. Et cette activité d'art oratoire nous permettra de développer notre leadership, d'apprendre à parler en public et aussi de faire passer le stress et tout ça. Cadre de motivation et de sensibilisation, plusieurs figures marquées des médias et du monde universitaire sont venues apporter leur soutien aux participants de sorte à les encourager pour l'initiative entreprise. La Flamme linguistique, qui est relative bien sûr au concours d'art oratoire, on a besoin de ça. On a besoin de ça dans nos écoles, dans nos établissements. On a besoin d'une jeunesse qui soit capable de pouvoir tenir le crachoir, pas forcément le crachoir, mais mieux s'exprimer en public, avec des amis, en famille, partout qu'on se trouve, qu'on soit capable de tenir un bon langage, un bon discours. Et ce genre d'initiative, franchement, c'est louable. C'est une belle initiative, on l'a indiqué, parce qu'aujourd'hui, le français est notre langue officielle, et bien plus que cela, c'est notre outil de travail. L'art oratoire aujourd'hui est une initiative qui a une valeur inestimable, parce que elle combat la timidité. Nos enfants ne seront plus timides et grâce à mon appui, un additif à l'art oratoire, les enfants pourront s'exprimer correctement sans détour. Si la compétition est prévue pour s'étaler sur les 6 prochains mois, la première étape de ce concours qui doit se tenir dans moins de 4 semaines sera décisive pour la suite de la compétition avec des candidats déterminés à faire montre de leur
En Côte d'Ivoire, les autorités veulent redynamiser l'industrie textile par une amélioration des performances de la production cotonnière. C'est ce qui ressort d'un atelier récemment organisé à Abidjan le 29 octobre dernier pour remettre en selle un secteur fragilisé par plus d'une décennie de crise. Le secteur reste actuellement fortement contrarié par les failles dans la transformation et la concurrence des importations de friperies. Plus de précisions dans cet élément d'Africa 24. Troisième producteur africain de coton, la Côte d'Ivoire veut relancer au plus vite son industrie du textile et de l'habillement. L'exécutif a récemment tenu un atelier sur la définition de la stratégie adéquate. Depuis l'année 2000, les unités de transformation sont pour la plupart à l'arrêt ou tournent au ralenti, ce qui constitue d'énormes défis à relever. Il faut dire que la matière première est déjà disponible. Pour ce qui est de l'industrie, à proprement dit du coton, il faut dire que depuis les années 2002, le secteur de la deuxième transformation a vraiment pris un coup. La relance du secteur de l'industrie passera par un encouragement des investissements à travers l'amélioration de l'environnement des affaires et des incitations. Mais avant, le pays doit se doter d'industries pérennes, de deuxième et de troisième transformation de coton. Les unités FTG, Cotivo, Utexi, qui traitent près de 20% de la production de coton-fibre, approvisionnent surtout les unités spécialisées. Mais le secteur reste miné par les importations frauduleuses de tissus ou encore de friperies. Les tissus et les imprimés au niveau local ne sont plus compétitifs par rapport aux autres produits qui sont importés. Et comme vous le savez, nous sommes dans des pays sous-développés où les habitants ont un pouvoir d'achat relativement faible. Nos systèmes douaniers ne sont pas assez rigides et on a également des frontières qui sont assez poreuses. Pour redorer la filière, une politique industrielle a été adoptée en 2012. Ce qui a même permis au nombre de cotonculteurs d'augmenter de 17% entre 2017 et 2019 et à la production de gagner 13%. Mais les experts sont unanimes, seul un véritable suivi pourra garantir d'excellents résultats sur le long terme. Lancement officiel des 6e éditions des Journées des métiers de la transformation le mercredi 6 novembre dernier au sein du Centre de démonstration et de promotion de technologie d'Abidjan. Plusieurs entrepreneurs à la tête d'agro-industries étaient présents à cette cérémonie qui se tenait en prélude aux journées proprement dites qui seront prévues pour les 12 et 13 décembre prochains. On reste en Côte d'Ivoire où le gouvernement vient de mettre en place une plateforme électronique permettant à tout citoyen victime d'abus de dénoncer les fautifs auprès de l'État. Il s'agit du site internet www.milier.ci piloté par le ministère de la Modernisation, l'administration et de l'innovation du service public. La chargée de communication, Madame Sarah Yao, était au groupe école Hachetec à Abidjan ce vendredi 8 novembre. On l'écoute. Milier, comme son nom l'indique, c'est la langue locale bablée. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est notre administration et c'est ensemble que nous lui donnons un autre visage. C'est un portail, un outil interactif conçu par le ministère de la Modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public pour les usagers que nous sommes, pour les usagers que vous êtes, pour les étudiants, pour toute personne ayant un intérêt avec l'administration. Alors, le ministère de la Modernisation, au travers de l'Observatoire du service public, a tenu à être à Hachetec, une école de renom, pour présenter le portail du citoyen Milier à l'ensemble des étudiants. Milier aujourd'hui, comme je l'ai dit, vient là pour apporter une solution, vient pour améliorer la qualité du service public. Alors, tout citoyen lambda, tout étudiant, tout élève est appelé, est emmené à faire partie, sinon à être administratif. Donc à faire partie de l'administration un jour. Et le plus souvent, nous remarquons que ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont souvent dans les administrations pour des documents, pour des certificats de nationalité, en tout cas pour des documents administratifs. Il était important déjà dans la campagne de la promotion, de la vulgarisation de l'outil Milier, de venir là et d'échanger et de présenter le portail justement aux étudiants afin que ceux-ci sachent plus ou moins qu'il y a un organe, qu'il y a un outil qui est là pour répondre à leurs préoccupations, pour répondre à leurs attentes.
Et étant étudiants, nous savons que ces étudiants-là sont des personnes mûres qui ont de belles idées pour faire avancer le pays. Donc il n'y a pas que des plaintes, il n'y a pas que des réclamations, il y a aussi des suggestions pour faire avancer l'administration en général. Il y a aussi des observations. Alors nous disons que les étudiants faisant partie des personnes imminentes dans notre pays, puisque ce sont des cadres de demain, il était important de venir leur donner cette information pour leur dire que Millier existe et Millier est là aussi pour répondre à leurs attentes. Et donc il était important qu'ils le sachent pour s'approprier Millier qui justement n'existe que par eux et qui va exister justement que par eux. C'est avec la volonté de tous, avec la volonté de chacun que Millier va exister. Vous comprenez? Millier vient aujourd'hui pour être au travers de l'Observatoire du service public. Millier vient pour être le Aimé Césaire. Millier vient pour donner une nouvelle orientation, une amélioration dans la qualité du service public. Millier vient pour améliorer les conditions dans l'administration. Mais Millier, pour que Millier puisse exister, il faut tout naturellement que tout citoyen se l'approprie. C'est quand chacun de nous aura compris le sens de Millier, c'est quand chacun de nous aura compris qu'il a une place importante et évidente dans l'administration et donc qu'il fait partie intégrante de tout ce qui est avancé dans cette Côte d'Ivoire, qu'on verra beaucoup de choses. Il est clair qu'il y aura beaucoup de choses, il y aura certaines choses qui vont prendre du temps pour être rénovées, pour être changées, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a certaines choses quand même qui changeront rapidement. Dans la procédure, par exemple, la procédure des documents administratifs, vous comprenez? Voilà, il y aura il y a plusieurs champs. Et le ministère de la Modernisation a plusieurs champs. Il y a e-démarche, qui est déjà là. Il y a aussi la procédure de dématérialisation des documents administratifs. Donc tout cela, il y a plein, milliers, sinon le ministère de la Modernisation a plusieurs chantiers. Mais pour exister, il faut bien qu'il y ait des personnes fortes derrière elles. Et ces personnes fortes-là, c'est la population. Et parmi cette population, il y a les élèves, les étudiants, qui eux peuvent rehausser l'image, qui peuvent redonner un lendemain meilleur à l'administration, un lendemain meilleur à cette Côte d'Ivoire. Les choses sont désormais fin prêtes pour la mise en œuvre du partenariat entre l'Union européenne, l'État gabonais, le Fonds européen dans le sens du développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Après les réunions de concertation des 22, 23 et 24 octobre dernier entre les initiateurs du projet, les pouvoirs publics, le secteur privé, les établissements scolaires et universitaires, une convention devrait être signée dans les prochains jours pour le financement de projets sectoriels visant à stimuler l'insertion socio-professionnelle des jeunes âgés de 16 à 35 ans. Les personnes sélectionnées bénéficieront d'une formation pratique dans des métiers professionnels tels que l'agriculture, la pêche ou encore les services pétroliers. Le financement sera assuré essentiellement par le 11e Fonds européen pour le développement. Les frontières terrestres entre le Nigeria et le Bénin devraient rester fermées jusqu'au 31 janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé Abuja la semaine dernière dans un communiqué officiel soulignant que la mesure décrétée en août avait eu des répercussions positives sur les recettes douanières de la première économie ouest-africaine. Au Bénin, la nouvelle est naturellement très mal accueillie puisque les exportations béninoises sont en grande partie dépendantes du voisin nigérian. La filiale nigérienne de la compagnie pétrolière française Orano Cominac compte arrêter la production d'uranium sur son site d'Akuta à la date du 31 mars 2021. Cette décision qui mécontente particulièrement les travailleurs est une conséquence de l'épuisement des réserves d'uranium et de la chute des cours sur le marché international. Les explications avec nos confrères d'Africa 24. Au Niger, le groupe français Orano, ex-Areva, prévoit l'arrêt de la production d'uranium de sa compagnie minière d'Akuta, Cominac, au 31 mars 2021, qu'il exploite depuis 1978. Cette décision est consécutive à la grande crise qui secoue depuis quelques années la structure.
En 2018, la Cominac a clos son exercice sur une perte nette de 25,9 millions d'euros. Les réserves s'épuisent et deviennent très chères à exploiter, surtout avec des conditions des prix de l'uranium très bas. Le prix spot évolue actuellement dans une fourchette de 35 à 36 000 francs CFA, alors que les coûts de production de la Cominac tournent autour de 49 et 50 000 francs CFA. Pour assurer la viabilité de ces deux filiales, Orano avait pris en 2017 des mesures d'économie drastiques avec à la clé plusieurs centaines de licenciements et des baisses progressives de production. En 2018, seul un relèvement des prix de l'uranium de 40 000 francs CFA à 45 000 francs CFA avait permis à la compagnie d'échapper à la fermeture. L'État ne s'est pas prononcé par rapport à cette décision du conseil d'administration. En ce qui nous concerne, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons poursuivre pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les conséquences sont énormes. Et aussi la population de la ville d'Arlit et celle d'Agadez. Pour nous, donc, maintenant, c'est le Niger tout entier qui peut s'agenouiller par rapport à cette situation-là. Suite à cette décision, des milliers de personnes risquent de se retrouver sans emploi. Selon les autorités, un plan d'accompagnement revu avec les partenaires sociaux sera mis en place pour chaque salarié, incluant des mesures complémentaires au dispositif légal et notamment des propositions de reclassement dans d'autres entreprises, des dispositions qui ont du mal à rassurer. L'épargne comme solution à la précarité économique. Au Bénin, ils sont nombreux, à l'instar de Denis Aissou, à s'être réalisés grâce à l'épargne. Une épargne souvent risquée que les experts dénoncent en invitant les populations à privilégier l'épargne sécurisée. Africa News. Au guidon de son tricycle, Denis Aissou touche chaque jour du doigt les bénéfices de l'épargne domestique. Il y a 5 ans, ce Béninois a pu se lancer à son propre compte dans le transport des marchandises après avoir touché le fruit de ses efforts conservés dans une tontine. Bien qu'il ne roule pas sur l'or, il se dit fier d'être son propre patron. Avant même, il faut attendre la fin du mois avant de prendre un salaire. Mais actuellement, chaque jour, je suis en mesure de déposer quelque chose et ma femme est à l'aise. Mes enfants, avec ça, ils fréquentent. Depuis 1 an, une entreprise locale d'inclusion financière organise des séances de sensibilisation à l'épargne à l'occasion de la Journée mondiale de l'épargne. Au cours des échanges, les experts mettent en garde contre ce qu'ils appellent l'épargne risquée. L'épargne risquée, c'est l'épargne qui est constituée sous les matelas, qui est constituée à la maison, dans des trous, dans des bidons. Dans certaines zones du Bénin, l'épargne est constituée dans des bidons. Il y a l'épargne qui est déposée auprès des institutions financières non formelles et auprès des tontiniers de quartier. Le taux d'épargne au Bénin se situe officiellement à moins de 17% du PIB. Le secteur financier formel voudrait améliorer ce chiffre. La tâche n'est pas simple, alors que l'essentiel de la population préfère le système de tontine. Un système grâce auquel Denis est désormais à la tête d'une petite entreprise et a pu s'acheter un 2e tricycle. Le secteur de la finance mobile est en plein essor au Kenya. Depuis près de 10 ans, ils sont nombreux, ces abonnés de téléphone mobile, à bénéficier de prêts via des structures spécialisées. Le concept marche plutôt bien. Surtout, il permet de booster véritablement l'inclusion financière, puisque selon le FSD, un programme local indépendant de renforcement de l'inclusion financière au Kenya, ce sont 49 plateformes mobiles qui sont actuellement actives sur le marché avec comme principale cible les populations non bancarisées. Abaissement des prévisions économiques en Europe pour 2019. En dépit d'un niveau de croissance relativement stable depuis 7 ans, l'économie de la zone Europe devrait voir sa croissance se ralentir pour cette année en raison du contexte régional et mondial particulièrement sensible. Selon la Commission européenne, la croissance ne devrait remonter que de 1,1% quand le FMI semble un peu plus optimiste en évoquant des chiffres allant à 1,2%. Décryptage des perspectives en cours avec la rédaction d'Euronews. À lire les prévisions d'automne de la Commission européenne publiées ce jeudi, pour la 7e année consécutive, l'Europe semble s'installer durablement dans la croissance. Et ce, pour les 2 prochaines années, en dépit de turbulences de plus en plus fortes.
une croissance donc, mais faible et sans ressort. C'est peut-être ce qui marque le plus nos prévisions de ce trimestre. Cette absence de rebond marque un changement par rapport à nos précédentes prévisions. Ça reflète les chocs subis par la zone euro et nous savons que l'impact de ces chocs mettra du temps à s'effacer. Donc nous entrons dans un nouveau régime de croissance plus modéré. Selon la Commission, le produit intérieur brut de la zone euro devrait progresser de 1,1% en 2019. Le Fonds monétaire international est lui un peu plus optimiste et table sur une croissance de 1,2% cette année, un recul par rapport au 1,9% de l'an dernier. Selon le FMI, l'Allemagne est le maillon faible. Nous pensons que l'économie allemande est au-dessus de son potentiel à long terme. De manière générale, il y a un affaiblissement de l'économie européenne, mais elle demeure relativement forte et nous voyons une possibilité de reprise en Allemagne. Malgré une reprise éventuelle, le FMI a rabaissé les prévisions de croissance de l'Allemagne avec seulement 0,5% d'augmentation du PIB en 2019. Pour la Commission européenne, le chiffre serait même un peu plus faible. Mais la véritable variable d'ajustement de l'économie européenne est surtout le Brexit, une incertitude qui pèse sur les prévisions de croissance du Royaume-Uni. La Commission prévoit une croissance britannique de 1,3% cette année. Et pour le FMI, la croissance devrait s'établir à 1,2% en 2019 et 1,4% en 2020. Tout cela, bien sûr, en cas d'accord. Allons maintenant à la rencontre d'une activité gastronomique bien connue en Côte d'Ivoire, la vente de panini. Comment fonctionne ce fast-food de coin de rue? Quelle rentabilité pour les acteurs de ce secteur? Reportage. Kodji, plus précisément dans le quartier des Deux Plateaux à Djan, à la rencontre des femmes exerçant dans le business de la vente d'hamburgers africains, communément appelés panini en Côte d'Ivoire. Ce petit bonheur apprécié par bien des consommateurs doit notamment son succès à la consistance de sa composition et son prix particulièrement abordable. Pour les femmes qui s'y adonnent, c'est un processus inévitable qui s'impose au quotidien. Tôt le matin, elles se font livrer le pain sucré, les œufs, l'huile et pour d'autres la sucrerie provenant d'endroits divers. Enfin, tout ce dont la clientèle peut avoir besoin. Chacune y va de son originalité. Toujours est-il qu'au final, c'est un vrai délice pour les consommateurs. Ici à midi, c'est vraiment pas aisé de pouvoir rencontrer, de pouvoir trouver des coins pour manger, tout ça. Donc ça permet de pouvoir venir puis manger tranquillement. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. C'est vraiment intéressant. Je peux conseiller même la population à venir partager ce plat. C'est intéressant. La vente de panini permet aussi de non seulement nous donner la nourriture vite fait et à emporter. Et voilà, que c'est une bonne initiative. Bon, les prix sont abordables parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas assez d'argent, qui n'ont pas les moyens de payer shawarma par des shawarma de 2000, mais ici, les panini sont vendus à un de 500, même de 300 francs. Donc, il voit que la dame aussi, elle a pensé à nous, la population. À l'ouverture de chaque rentrée scolaire, ces restauratrices se frottent les mains. Ce sont généralement des périodes d'affluence. Le panini étant l'un des recours alimentaires privilégiés des élèves et étudiants. Les assortiments, il y en a de toutes sortes. Les commerçantes y mettent de la créativité, toute une gamme de produits pour offrir à la clientèle une large possibilité de choix. Certes, l'activité est opportune, mais pour les actrices du secteur, la rentabilité est assez fluctuante, tout de même assez stable. Et déjà pour une activité génératrice de revenus, c'est un domaine pertinent à explorer. Bien qu'absorbant de plus en plus d'entrepreneuses, le business de panini continue de croupir dans l'informel. Sans encadrement adéquat, loin des sphères de financement des établissements bancaires et encore ignoré des structures gouvernementales. Il est clair qu'en apportant du renfort structurel et financier à ce secteur, c'est un pas important qui pourrait être franchi dans la lutte contre la pauvreté. Alors, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous pour un autre bulletin d'information sur 2GFTV. D'ici là, portez-vous bien.